Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Paris Studio. Épisode météorologique extrême aux quatre coins du monde. Pandémie, conflits aux portes de l'Europe, perte de repères, crise en tout genre. Les années 2020 nous donnent parfois le sentiment de vivre une époque instable, incertaine, un sentiment encore amplifié par le spectre de la catastrophe écologique à venir. Dans ce contexte, la philosophie peut nous aider à penser l'avenir de manière plus stable. C'est la raison pour laquelle dans cette émission, nous avons invité aujourd'hui un philosophe pour questionner son regard sur l'époque contemporaine et tenter de savoir comment la philosophie pourrait nous aider à appréhender notre temps. Bonjour Xavier Pavie. Bonjour Jade. Et merci d'avoir accepté de passer une demi-heure en notre compagnie. Vous êtes philosophe, professeur à l'ESSEC Business School, où vous dirigez le centre Imagination. Vous êtes aussi chercheur associé en philosophie à l'Université Paris-Nanterre et vous avez été récemment nommé directeur de programme au Collège international de philosophie. Vous avez également publié de nombreux articles et ouvrages, dont je vais citer le plus récent, Exercice spirituel philosophique, et c'est paru aux presses universitaires de France. Alors, en France, la philosophie est assez présente dans le paysage médiatique et on constate également un certain intérêt de la part du grand public, notamment dans le cadre des cafés philo. Pour vous qui êtes philosophe et qui enseignez la philosophie, comment se porte la philosophie aujourd'hui ? Merci Jade de votre invitation. La philosophie en France, vous avez raison, elle est de plus en plus dans les médias. Pour différentes raisons. Les cafés philo sont assez anciens, je crois qu'ils datent depuis les années 80 à peu près, les premiers à Bastille, je crois, ça avait été créé. Désormais, la philosophie est un peu plus présente. Elle est souvent utilisée, c'est-à-dire qu'on utilise la philosophie comme un objet ou comme un outil que l'on pourrait avoir comme permettant d'avoir du sens dans sa vie, que ce soit sa vie professionnelle, que ce soit dans sa vie privée. Et l'on voit souvent fleurir à droite et à gauche des citations de philosophes de manière un peu, je dirais presque un peu facile. Là où je veux en venir, c'est que la philosophie, c'est deux pans. En tout cas, les Grecs nous montrent que c'est deux pans. Ce qu'on appelle la philosophie, la théoria, donc la théorie, le discours, le texte, et puis la pratique, la praxis. Et la philosophie, c'est ces deux-là. On s'aperçoit que, d'un point de vue universitaire, on a été tourné particulièrement vers la théorie, et la pratique, pas vraiment. La recherche de la philosophie pratique est quelque chose de très médiatisé, où on va vouloir mettre ça en œuvre. Et ce point-là est très important. Certes, vous avez raison, on a de plus en plus de philosophie, mais c'est une philosophie, je dirais, parfois un peu superficielle. Et on a besoin, dès lors que l'on veut vraiment philosopher, d'avoir ces deux dimensions, à la fois la théorie et la pratique. Et ces dimensions sont indissociables si on veut véritablement philosopher. D'accord, mais donc justement, cette philosophie pratique, c'est elle qui peut nous aider, semble-t-il, dans notre vie quotidienne, notamment à une époque comme celle dans laquelle nous vivons aujourd'hui, qui semble assez incertaine, dans laquelle on a le sentiment de voir beaucoup de choses en plein bouleversement, des bouleversements qui peuvent avoir un impact direct sur notre vie quotidienne et sur notre futur. Alors, comment le philosophe peut-il jouer un rôle pour nous aider à affronter ces défis et à entrevoir notre avenir ? La question de la philosophie et de ces bouleversements dont vous parlez est effectivement juste. Néanmoins, je ne suis pas forcément très à l'aise avec la notion de bouleversement pour plein de raisons. Si vous regardez une période 1890-1910, la France, c'est la Silicon Valley du monde. Vous avez Eiffel, vous avez Pasteur, vous avez Curie, vous avez Citroën, vous avez Renault, vous avez les Frères Lumière, plein de bouleversements. Donc le fait de dire que nous avons une période qui a plus de bouleversements qu'une autre est quelque chose d'une certaine manière un peu anthropocentré en disant que oui, regardez, notre époque, elle est comme celle-là. Non, pas forcément. Est-ce que vous voulez nous dire que, par exemple, à chaque époque, on a l'impression d'être au centre et d'être devant un grand tournant, comme ce que nous avons l'impression de vivre aujourd'hui ? Oui, exactement. Et dès lors, on a besoin avec la philosophie justement de prendre ce recul. On a un recul à la fois de ce qui se passe. Est-ce que les bouleversements sont plus importants maintenant qu'avant ? Oui, non. Quand vous avez des pestes, quand vous avez aussi le vaccin par exemple, et bien vous avez un grand bouleversement qui va avoir. Vos enfants ne vont plus mourir parce que vous allez avoir quelque chose qui va arriver d'un point de vue médical. Quand vous avez les voitures qui arrivent, quand vous avez
tout un tas de bouleversements, vous avez des changements majeurs. Donc la question philosophique derrière, c'est de se dire comment est-ce que j'aborde ces choses-là. Je reformule. L'important, c'est de dire, est-ce que j'ai peur des choses, l'intelligence artificielle, ou est-ce que j'ai peur du jugement que j'ai sur les choses? Qu'est-ce que peut faire l'intelligence artificielle? Or, en l'occurrence, ce jugement-là, c'est moi qui en ai responsable. Je suis responsable du jugement que je peux avoir sur l'intelligence artificielle, mais je n'ai pas à avoir peur de l'intelligence artificielle en tant que telle. Donc je peux agir sur moi-même pour accepter ces changements? Justement, c'est exactement le propos, puisque l'intelligence artificielle est programmée par des hommes, réalisée par des hommes, activée par des hommes. Donc vous avez parfaitement raison. La question, ce n'est pas avoir peur des choses, mais du jugement que nous portons sur les choses. D'accord. Alors justement, vous avez consacré un livre à l'innovation et à l'innovation en particulier à l'épreuve de la philosophie, dans lequel vous estimez qu'il faut avoir une approche responsable de l'innovation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Chaque innovation va avoir des conséquences sur la société. Elle a des conséquences et le fait que nous parlions ensemble, nous sommes entourés d'innovations, que ce soit les caméras, que ce soit la façon avec laquelle nous nous habillons, que ce soit la façon avec laquelle nous interagissons les uns les autres, on est venus ensemble jusqu'au studio, on est entourés d'innovations. Mais les innovations ont toujours 3 conséquences. Une conséquence politique, par exemple. Une conséquence politique va être, lorsque vous avez les réseaux sociaux, lorsque vous avez l'ensemble des bases de données, par exemple, comment sont utilisées les bases de données? Est-ce que ces bases de données-là sont utilisées pour contrôler la population? Est-ce que ces bases de données-là sont utilisées à des fins qui sont commerciales? On a des enjeux politiques derrière ça. On a des enjeux politiques également lorsque vous avez des caméras de vidéosurveillance. Et les caméras de vidéosurveillance pour vous dire comment vous comportez. On a un enjeu environnemental. Chaque téléphone portable qui est acheté, on est à plus de 6 milliards chaque année de production de téléphones portables, d'ordinateurs portables. La production nécessite des terres rares et globalement, à 90%, les téléphones portables, par exemple, vont être détruits une fois qu'ils ne seront plus utilisés. Ils seront retrouvés sur les plages du Ghana parce que le Ghana va les acheter tellement c'est un pays pauvre. Ils vont acheter nos déchets électroniques. Donc il y a un enjeu environnemental à partir du téléphone portable. Un enjeu politique, par exemple, les données. Un enjeu environnemental, par exemple, avec un téléphone portable. Et puis on a un autre enjeu qui est un enjeu humain. Lorsque nous avons, par exemple, des techniques qu'on appelle les techniques CRISPR, qui est la modification du génome humain, par exemple, de l'ADN du génome humain, ça va avoir des conséquences considérables. Ce que je veux dire, c'est que... Là, c'est des questions d'éthique. C'est des questions de responsabilité. Ah oui. Alors, on peut effectivement poser cette question d'éthique, mais c'est une question de responsabilité parce que celui qui est à l'origine de ça est responsable de ce qu'il fait. Responsabilité vient du respondere en latin, qui veut dire rendre compte de ses actes. Rendre compte de ses actes, quand je mets un téléphone portable sur le marché, quand je mets un site internet avec une extraction de base de données, quand je fais une modification d'un génome humain par exemple, eh bien je suis responsable de ce que je fais. C'est pour ça que dans l'ouvrage L'innovation à l'épreuve de la philosophie, je fais porter la responsabilité sur l'innovateur. Parce que lui sait ce qu'il fait. Celui qui achète un téléphone portable, non. Ma mère de 87 ans ne sait pas comment le téléphone portable a été fabriqué et ce que l'on va en faire derrière. Celui qui le vend, celui qui le fabrique, oui. Et donc cette question philosophique à l'épreuve de l'innovation, ou l'innovation à l'épreuve de la philosophie, va justement nous questionner sur pourquoi nous faisons ce que nous faisons. L'une des grandes innovations de ces 20 dernières années, disons, c'est ce qu'on appelle la révolution numérique. Elle nous a simplifié la vie à bien des égards, mais suscite aujourd'hui beaucoup de critiques, en particulier les réseaux sociaux, qui sont parfois considérés comme très addictifs pour certaines personnes, notamment les plus jeunes peut-être, voire toxiques, puisqu'ils peuvent amener à avoir une image de soi qui peut être très mauvaise et qui peut aussi amener les personnes à une sorte de narcissisme qui n'est pas forcément non plus très, très positif. D'autre part, la révolution numérique a permis les achats en ligne, de faire d'une certaine manière tout de la maison et favorise ainsi l'isolement des personnes. Est-ce que vous pourriez nous donner votre point de vue sur cette évolution de nos modes de vie avec le numérique et puis nous dire peut-être comment il faudrait les remettre à leur place en quelque sorte ou du moins les maîtriser pour qu'ils n'empiètent pas sur notre vie plus que nécessaire?
L'innovation est ce qu'on appelle toujours un problème tortueux. C'est-à-dire que vous apportez autant le bien que le mal. C'est le cas avec les réseaux sociaux dont vous parlez, dans lesquels on va accroître la communauté et les liens sociaux vont se développer. Et d'un autre côté, vous allez avoir d'autres effets secondaires. Et les effets secondaires sont ceux que vous décriez en disant le narcissisme par exemple, ou le jugement des autres que l'on peut avoir. Il y a un élément important. Prenez Instagram. Instagram, ça a lancé en 2010. Donc ça a 10 ans, un peu plus de 10 ans. Facebook 2005, 2009, mais la grande explosion, c'est également autour des années 2010. Comment voulez-vous être capable de digérer et de savoir parfaitement gérer une innovation de cette ampleur? Vous ne pouvez pas. C'est-à-dire que vous êtes en train de dire... pas forcément vous, Jeanne, mais la communauté est en train de dire, regardez les effets secondaires de cette innovation-là, ils sont néfastes, c'est négatif, il faut faire attention. Bien sûr qu'il faut faire attention, mais simplement parce que nous sommes en train de la digérer. La voiture telle que nous l'avons aujourd'hui, vous avez vu, vous voyez la façon avec laquelle, au cours des dernières décennies, elle a diminué en termes de nombre de morts sur l'autoroute, pour plusieurs raisons. La technologie, la sécurité, la régulation, on a fait en sorte que l'on ait de moins en moins de morts sur la route grâce à tout un tas de facteurs, ce qui n'était pas le cas auparavant. Nous avons digéré l'automobile, c'est-à-dire que nous savons mieux se servir de l'automobile. Il faut un peu de régulation, un peu plus de sécurité, un peu plus de maîtrise, d'apprentissage, de pédagogie. On avait avant le 90 à l'époque, je parle de ça pour les plus vieux, mais à l'arrière du véhicule, maintenant c'est 2 ans, parce qu'on pense que c'est 2 ans d'apprentissage. Autrement dit, pour reprendre les dernières évolutions technologiques ou les dernières innovations dont vous parlez, nous avons tout simplement besoin de digestion. Je ne sais pas si Instagram sera utilisé de cette même façon qu'aujourd'hui, avec les effets que vous dénoncez, dans 5 ans, 10 ans ou 20 ans. Probablement pas, parce que justement, nous aurons digéré les innovations. Nous ne pouvons pas vouloir posséder une innovation, la voir et la contrôler de manière absolument parfaite dès le début. Il y a quelque chose de prétentieux derrière l'être humain, dans son cerveau, sa façon d'aborder les choses, de dire il y a quelque chose de nouveau, je suis capable de le maîtriser. Non, nous ne sommes pas capables de le maîtriser. Nous n'avons pas correctement maîtrisé l'aviation, les automobiles, Internet et l'ensemble des réseaux ou des technologies que nous avons. Nous avons besoin de digestion. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dégâts. Et vous avez raison, il y a des dégâts qui arrivent. Mais ces dégâts-là, ces accidents-là, font partie de l'évolution, d'apprentissage et de la digestion de l'innovation qui peut prendre plusieurs décennies parfois. On est des cobayes du numérique en quelque sorte. Absolument, on est des cobayes. Et encore d'Internet. Vous voyez bien la façon avec laquelle Internet a commencé, ça l'est encore. Est-ce que je contrôle mes données? Est-ce que je mets mes photos sur Internet? Est-ce que je mets mes données? Comment je le fais? Bon, on va mettre une régulation, la RGDP va le mettre pour essayer de réguler. On est encore dans l'apprentissage d'Internet, forcément. Et il y a cette suffisance de vouloir tout contrôler, mais également la critique facile qui vont dire « Ah mais Internet c'est pas bien » ou « Internet fait ceci, fait cela ». Non, c'est pas bien ou mal. C'est au-delà du bien et du mal, c'est la façon avec laquelle nous pouvons digérer et apprendre de ces choses-là. Alors la crise environnementale ou écologique concerne à la fois la géographie physique de notre planète, mais aussi la biodiversité. Cette crise qui est déjà présente, mais qu'on entrevoit comme probablement de plus en plus grave, suscite éco-anxiété ou solastalgie, comme on l'appelle aujourd'hui. On parle de collapsologie, c'est-à-dire, pour résumer, la fin du monde. Quel est le regard du philosophe sur ces états qui touchent de plus en plus de personnes, et notamment les plus jeunes ? Les astrophysiciens nous ont déjà dit qu'il y aurait une fin du monde. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, si je peux me permettre ce mauvais jeu de mots, ou ce drôle jeu de mots, mais on sait qu'il y aurait une fin du monde. La question de l'environnement, du climat, doit également se poser. Évidemment, je cherche la protection de l'environnement, il n'y a pas de doute sur ces sujets-là, mais je questionne néanmoins cette dimension qui est protégeons l'être humain ou protégeons la planète. Il y a quelque chose, encore une fois, j'utilise le terme, mais un peu anthropocentré. C'est-à-dire que pourquoi voudrions-nous protéger l'humain? À quel titre? Est-ce qu'il faut le protéger? Est-ce que l'humain est si bien que ça qu'il faut le protéger et le faire perdurer? Est-ce que cette espèce est si extraordinaire qu'il faut le faire protéger? La planète existait bien avant nous, nous le savons. Elle existera bien après nous, nous le savons aussi. Donc en fait, le débat, il est de se dire,
est-ce que nous pouvons prolonger de quelques siècles, globalement, de quelques siècles, l'espèce humaine? Et donc, à ce prix-là, nous disions, voilà comment est-ce qu'il faut nous comporter. On doit faire ci, on doit faire ça, nous devons réguler, nous devons avoir des contraintes pour pouvoir protéger. Est-ce que cela en vaut la peine? Je ne sais pas si ça en vaut la peine. Le problème derrière ça, c'est que nous avons des populations qui souffrent. Nous avons des populations qui souffrent du réchauffement climatique, nous avons des migrations importantes à cause de cela, nous avons des inondations, des feux, etc. Nous avons toutes ces problématiques-là. Et donc à ce titre-là, nous pouvons nous dire, oui, protégeons ces populations-là, protégeons cet être humain-là. Mais encore une fois, faisons attention à, quand on dit protégeons la planète ou protégeons l'espèce humaine, elle finira par disparaître, l'espèce humaine. Oui. Donc la question, c'est comment est-ce que nous la gérons aujourd'hui? Néanmoins, on pourrait se dire, une autre démarche qui est de dire l'espèce humaine est effectivement ce qu'il faut protéger parce que nous pensons que c'est l'espèce la plus développée qui a eu lieu et qu'il y a quelque chose qui est plus grand que nous. Et donc à ce titre-là, il y a une forme de transcendance vers laquelle nous devons aller, nous devons nous tourner tous avec un enjeu qui est faisons en sorte que ce soit protégé, faisons en sorte que ce soit et que cela dure le plus longtemps possible. Dans ces cas-là, effectivement, si nous avons tous cette vision-là, nous pouvons l'avoir en tête. Mais c'est important, lorsque vous parlez de collapsologie, par exemple, de mettre et de, vous l'avez dit aussi dans votre question, de remettre les choses un peu en place en disant pourquoi est-ce que nous devons ou nous voulons faire ça? Quels sont les enjeux derrière ça? Et ce serait trop simple de dire oui, en effet, protégeons, il faut faire, voilà, il n'y a qu'à Faucon, c'est trop facile. Mais alors ça, ce sont des questions qu'on devrait prendre à l'échelle planétaire finalement, puisqu'il s'agit d'un problème qui concerne l'ensemble de la planète. Or, aujourd'hui, on voit que des visions très différentes du monde se confrontent, notamment en Occident, en France, pour ne citer que ce pays dans lequel nous vivons, où on voit que certains prônent la décroissance, d'autres ne jurent que par le progrès scientifique et l'innovation, justement, comme on en parlait tout à l'heure. Il y a aussi toutes sortes de débats qui ont fait irruption en Occident, notamment. Un Occident d'ailleurs qu'on considère parfois en perte de vitesse. En France, on a vu lors des dernières élections qu'on avait aujourd'hui un pays qui était polarisé entre trois différents partis, avec des visions du monde justement diamétralement opposées. Comment est-il possible de vivre ensemble et aussi de faire face aux défis planétaires dans un contexte aussi tendu ? Mais parce que probablement que on met sous silence la question de la connaissance et de la pédagogie vis-à-vis des enjeux que nous avons. Si nous mettons sur table et nous faisons en sorte que tout le monde, en France par exemple, puisse avoir la connaissance de ce qu'est la concurrence internationale, ce que sont les marchés, ce que sont les accords internationaux également. Je ne dis pas qu'ils sont bien ou pas bien, d'accord ? Ce n'est pas mon point. Mon point est de dire que dès lors que l'on va se mettre à voter, par exemple, nous avons besoin de connaître quels sont les enjeux internationaux, les marchés internationaux et qu'est-ce que nous voulons. Première chose, nous avons des questions, par exemple, sur la sécurité également. Qu'est-ce que nous voulons ? Qu'est-ce que l'on veut, par exemple, pour l'hôpital ? Est-ce que l'on veut des soins? Comment? Gratuits, pas gratuits? Comment est-ce qu'on les souhaite? Quand on regarde l'éducation, qu'est-ce que l'on souhaite pour les enfants, etc. Quand vous regardez l'ensemble de ces aspects-là, il n'y aura jamais trois pôles. Il n'y aura qu'une seule vision. Vous pouvez avoir des problématiques parfois de priorité en disant plutôt comme ci, plutôt comme ça, d'abord l'éducation, d'abord l'hôpital, en fonction du budget que nous avons, pas un budget extensible, donc en fonction du budget qui est constitué par les impôts notamment, eh bien vous allez avoir ce budget, vous allez avoir des choses sur lesquelles on est d'accord, on peut avoir des différences de priorité, mais pas de différence de vision. Je ne peux pas croire qu'en France, il y ait une différence de vision entre quelqu'un qui va dire « non mais moi je ne veux pas d'éducation » ou « je ne veux pas d'hôpitaux » ou « je ne veux pas regarder cette dimension-là ». Ce qui signifie donc qu'on a deux problématiques. Une problématique politique, parce que nous avons du clientélisme à droite, à gauche, au centre, peu importe, mais nous avons du clientélisme qui ne va pas justement élever le citoyen à dire « regardez les enjeux qu'il y a, apprenez les enjeux, regardez-les et en fonction, nous allons pouvoir le faire ». Mais il y a des enjeux de pouvoir de la part des hommes politiques, des femmes politiques, à vouloir confisquer finalement la pensée, et c'est ce qui est très grave parce qu'on confisque la façon avec laquelle les individus peuvent penser. Et la deuxième chose, c'est la responsabilité du citoyen. Dans quelle mesure va-t-il chercher à comprendre les enjeux avant de voter? Dans quelle mesure il va aller chercher la connaissance? Nous devrions, en tant que citoyens, imposer justement aux hommes, aux femmes politiques, d'avoir des débats éclairés
vis-à-vis des enjeux qui sont posés sur ces sujets-là. Et dès lors, on pourra choisir, oui ou non, telle ou telle priorité. Mais je ne crois pas à ces 3 pôles. Je pense que les Français, globalement, ont des mêmes visions sur l'éducation, en tout cas les mêmes envies sur l'éducation, sur la santé, sur la façon avec laquelle nous devons gérer nos accords internationaux ou encore sur la justice. Oui. On va parler maintenant peut-être plus en profondeur de philosophie. À l'aune justement des défis contemporains dont on a cité quelques-uns précédemment, comment la philosophie peut-elle nous aider dans notre vie? C'est le sujet de votre plus récent ouvrage qui s'appelle, je le disais tout à l'heure, Exercice spirituel philosophique. C'est un livre dans lequel vous montrez comment les exercices spirituels philosophiques ont traversé la philosophie depuis l'Antiquité et jusqu'à l'époque contemporaine. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? On peut noter une naissance conjointe des exercices spirituels et de la philosophie. Les exercices spirituels, c'est un constat que l'homme est préoccupé globalement, je le fais très vite, mais par 2 choses. Un, il est préoccupé par les passions qu'il peut avoir, la gloire, l'argent, l'amour, la façon avec laquelle il veut posséder, conquérir. Ce sont des passions qui l'empêchent de vivre correctement, parce qu'il est préoccupé par celles-ci. Une autre préoccupation chez l'homme, c'est la mort, la maladie, les obstacles, la difficulté d'accéder à ce qu'il veut. Et donc, chaque individu est préoccupé en permanence par ça. L'argent, la mort, la maladie, l'amour, la gloire, la fortune, toutes ces dimensions-là. Les exercices spirituels qui sont fondés, encore une fois, je fais un peu vite, mais par 3 écoles majeures, les stoïciens, les épicuriens et les cyniques, vont développer des exercices spirituels qui n'ont rien de religieux, c'est simplement s'exercer, donc la pratique, l'entraînement. Ça, c'est très important parce que ça ne se décrète pas, c'est un entraînement en permanence. Entraîner son esprit, sa spiritualité, à essayer d'accepter ou de vivre avec ces 2 préoccupations majeures que sont les passions et les obstacles. Je vais donner 3 exemples rapides. Les épicuriens, par exemple, vont dire que ce qui est important, c'est de se concentrer toujours vers les besoins naturels et nécessaires. Naturel et nécessaire, j'ai besoin de manger, j'ai besoin d'être protégé, c'est naturel et c'est nécessaire pour ma vie, pour survivre. Donc ce n'est pas des restaurants étoilés, donc ça n'est pas une super voiture, donc ça n'est pas un super appartement, c'est de quoi ai-je vraiment besoin parce que c'est naturel et nécessaire. La deuxième école, des stoïciens, vont être autour de, encore une fois, beaucoup de principes, mais un pour que l'on puisse comprendre, il y a des choses qui dépendent de vous et des choses qui n'en dépendent pas. Quand on a compris cette phrase-là, on vit mieux selon les stoïciens. Parce que le fait que je puisse contrôler ce que je dis dépend de moi. Par contre, le fait qu'il pleuve en sortant du studio et que je sois trempé, ça ne dépend pas de moi. Et donc, si je m'énerve après ça, ou si j'ai du monde sur la route à cause de cela, eh bien, ça n'a aucun sens. Il y a des choses qui dépendent de moi, des choses qui n'en dépendent pas. Eh bien, je n'ai pas à considérer ces dimensions-là. Et c'est là pour tout. La situation de la pandémie que nous avons vécue a eu des conséquences sur notre vie à tous. Pour le confinement ou d'autres choses, ça ne dépendait pas de nous. Par contre, ce qui dépendait de nous, c'était de nous protéger, par exemple. Et la troisième école importante, c'est les cyniques. Les cyniques vont être avec une approche différente, très tournée vers la question de l'autosuffisance. Comment je peux uniquement faire en sorte de dépendre de moi? L'importance de mon éducation, tout à l'heure on en parlait à travers le vote par exemple, ça ne dépend que de moi, de mon autosuffisance, de pouvoir me permettre de me former. Je ne veux pas dépendre des autres par rapport à la nourriture, je vais faire mon potager. Je ne veux pas dépendre de moi, d'un patron, d'un chef ou d'autre chose, je vais faire en sorte de ne pas avoir besoin de travailler. Et donc ces 3 écoles-là, dans l'Antiquité, vont continuer à peu près jusqu'à l'avènement du christianisme. Pour plusieurs raisons, ça va être repris par le christianisme. Et puis, ça va continuer néanmoins à travers le Moyen-Âge, la Renaissance, l'époque moderne, y compris aujourd'hui dans l'époque contemporaine. L'époque contemporaine, c'est la fin du 19e siècle. On a des philosophes comme Emerson ou Henry David Thoreau, par exemple, aux États-Unis, qui ont beaucoup travaillé les exercices spirituels antiques et ont voulu se les réapproprier pour l'époque contemporaine. Et cette dimension-là, qui est l'objet de mon travail principal, est de dire les exercices spirituels dans l'Antiquité ont eu un sens, ont toujours un sens, mais ça veut dire quoi pour nous aujourd'hui? Voilà. Et donc nous avons besoin de s'approprier ces techniques-là.
Alors, justement, la méditation est au centre des exercices spirituels. Vous me corrigez, hein, mais il m'a semblé qu'elle jouait un rôle assez important. La question que je me pose, c'est est-ce que la méditation ne pousse pas également à se détacher des affaires du monde et à être donc moins actif pour justement affronter les défis comme ceux dont on a parlé précédemment? C'est parce que vous avez ce qui est tout à fait logique et récurrent, mais une approche orientale de la méditation. C'est-à-dire que l'approche méditation aujourd'hui, c'est je suis le moine zen au fond de mon jardin ou au bord de la mer et en train de ne penser à rien et je suis détaché du monde. Ce n'est pas la méditation philosophique. La méditation philosophique, elle, au contraire, elle est complètement tournée dans l'action, complètement tournée vers l'action et la façon avec laquelle je vais aborder les choses. Et je dois y réfléchir pour cela. La méditation, méditatio hein, en latin, ça va être la réflexion que l'on doit avoir vis-à-vis des choses. Et donc, le philosophe, quand il médite sur les actions apportées. Par exemple, la façon avec laquelle je peux prévoir les choses. La préméditation des choses, c'est une technique méditative philosophique. Le matin, je me réveille et je vais prévoir ma journée. Comment cela peut se passer? Je cite Marc Aurèle, il se dit... Je le cite de tête, mais dès l'aube, dis-toi à l'avance que tu vas rencontrer un fourbe, un ingrat, un insolent. Et il se prépare à cela. C'est une méditation philosophique. Mais vous allez avoir les pythagoriciens qui, eux, disent ce qui est important, c'est la méditation du soir, et la méditation du soir pour se remémorer la journée. Et donc, je dois repasser le fil de ma journée. Est-ce que j'ai bien agi? Est-ce que j'ai mal agi? Comment aurais-je pu mieux agir, par exemple, pour que le lendemain, j'agisse d'une meilleure façon? Et donc, vous avez ici la question de la méditation philosophique qui est complètement ancrée dans le réel, dans l'action. Mais je dois réfléchir à ce que je fais. L'objectif, in fine, va être de se dire, je vais constituer ce que l'on appelle, avec Marc Aurèle aussi, la citadelle intérieure. Je vais me constituer une citadelle intérieure qui me permet d'avoir cette méditation et me permet d'être confronté au monde. Alors, peut-être pour conclure cet entretien, on va parler du rôle de l'imagination. C'est un sujet que vous avez traité précédemment. Vous avez publié en 2021 « Imaginer son futur » et d'autres livres, je crois, à propos justement de l'imagination pour penser le monde. Alors celui-là, c'est un ouvrage qui rassemblait des personnalités qui ont cherché à penser le futur de manière singulière en faisant appel à leur imagination. Pour terminer cette émission, donc, Xavier Pavie, est-ce que vous pourriez nous donner un aperçu? En effet, j'ai publié 3 livres, Imaginer le monde de demain, Imaginer son futur et le goût d'imaginer sa vie, dans lesquels je demande à des personnalités d'exprimer comment ils ont imaginé leur propre futur. Ça peut être des philosophes, ça peut être des sociologues, ça peut être des scientifiques, ça peut être des personnes qui sont tournées vers la gastronomie, par exemple. Et ce qui est important, c'est d'essayer de comprendre que l'imagination n'est pas propre à une discipline. Elle est transdisciplinaire. C'est-à-dire qu'elle est non seulement interdisciplinaire où les disciplines vont se nouer les unes des autres, mais elle va au-delà de cela. Et donc pour tout un chacun qui souhaite en effet se poser la question mais ça veut dire quoi l'imagination ou comment je peux essayer d'avoir une vision ou imaginer quelque chose, la clé si je puis dire c'est d'essayer justement de dépasser son cadre en essayant de le frotter à d'autres cadres, de repousser son cadre, essayer de regarder d'autres disciplines dans lesquelles nous allons peut-être être un peu inconfortables. Et en regardant d'autres experts, en écoutant d'autres personnes, alors on va aller chercher justement de l'innovation. Vous savez, Hannah Arendt disait « Les hommes sont nés pour mourir, les hommes vont mourir, mais pourtant ce qu'ils font, c'est innover. » Parce que derrière cette notion fondamentale qui est que l'homme a finalement une fin, eh bien, entre-temps, entre le moment de votre naissance et le moment de votre mort, vous avez une partie importante qui est celle de l'imagination. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Pourquoi vous faites ce que vous faites? Merci Xavier Pavie de nous avoir donné quelques pistes de réflexion pour penser les problématiques de notre temps. Et merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro de Paris Studio.